Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la structure de la matière. On pense d'ailleurs particulièrement aux élèves de 3e du collège Jacques Monod à Compiègne. Notre objectif, c'est de décortiquer comment tout ça est construit. Alors, prêt pour une plongée au cœur des atomes et des molécules? Absolument. On va essayer de clarifier un peu tout ça. D'abord, la différence entre atomes et molécules, puis comment on les représente, et ensuite on ira voir à l'intérieur de l'atome, et pour finir, on parlera des ions. C'est un peu un voyage dans l'infiniment petit, quoi. Super programme. Alors, commençons par la base, la distinction entre atomes et molécules. Alors, l'atome, c'est défini comme la plus petite particule d'un élément chimique. Par exemple, le carbone, C, l'hydrogène, H, l'oxygène, O. Et cette particule, elle conserve les propriétés de son élément. On peut imaginer ça un peu comme les lettres de l'alphabet. Ah oui, bonne image, les lettres. Et donc, les molécules? Si les atomes sont les lettres, les molécules, ce sont les mots. C'est logique. Elles sont formées d'atomes qui sont liés entre eux, plusieurs atomes ensemble. Et pour les représenter, on utilise ce qu'on appelle les formules chimiques. D'accord. L'eau, c'est H2O. Ça veut dire deux atomes d'hydrogène, le H, et un atome d'oxygène, O. H2O, d'accord. Et le dioxyde de carbone, celui qu'on expire. Ah oui, le CO2. Là, c'est un atome de carbone, C, et deux atomes d'oxygène, O. Et l'air qu'on respire, c'est une molécule aussi? Alors, l'air, c'est un mélange, principalement de deux molécules. Le diazote, N2, ça c'est deux atomes d'azote liés, et il y en a à peu près 80%. Et le dioxygène, O2, deux atomes d'oxygène, environ 20%. D'accord, N2 et O2. Il y a d'autres exemples dans le chapitre? Oui, on parle aussi du méthane, CH4, ça c'est le gaz naturel, un carbone 4 hydrogènes, ou encore le protoxyde d'azote, N2O, on l'appelle parfois gaz hilarant. Ces formules, elles nous disent vraiment la composition exacte. Très clair. Bon, maintenant si on zoomait sur l'atome lui-même. À l'intérieur, comment ça se passe? Au centre, il y a un noyau. Il est tout petit, très dense. Et autour de ce noyau gravitent les électrons. Et dans ce noyau, il y a quoi? Alors, le noyau, il contient deux types de particules. Les protons, qui ont une charge électrique positive, on note ça plus, et les neutrons, qui sont neutres, pas de charge. Positif et neutre dans le noyau. Et les électrons qui tournent autour. Eux, ils sont négatifs. Ils portent une charge électrique négative moins. D'accord. Et il y a un point super important, non? Sur la neutralité de l'atome. Ah oui, fondamental. L'atome, dans son état normal, il est électriquement neutre. Ça veut dire qu'il y a exactement le même nombre de protons, donc de charge plus, dans le noyau, que d'électrons de charge moins qui tournent autour. Les plus et les moins s'équilibrent parfaitement. Et la structure? Le chapitre parle de structure lacunaire. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que l'atome, c'est surtout du vide. C'est assez contre-intuitif, mais c'est comme ça. Le noyau est minuscule par rapport à la taille totale de l'atome. Le chiffre donné, c'est environ 100 000 fois plus petit. Imagine un grain de sable au milieu d'un stade de foot, quoi. Un grain de sable. Waouh! C'est fou de se dire que la matière est faite de vide essentiellement. Oui. Et pourtant, ce tout petit noyau, il concentre presque toute la masse de l'atome. Ah bon? Comment ça? Un proton ou un neutron, c'est beaucoup, beaucoup plus lourd qu'un électron, environ 2000 fois plus massif. Donc la masse des électrons, elle est presque négligeable. D'accord, je vois. Et le lien avec l'électricité, le courant électrique. Alors, justement, dans certains matériaux, comme les métaux, il y a des électrons qui sont un peu moins liés à leur noyau. On les appelle les électrons libres. Et ces électrons libres, ils peuvent se déplacer assez facilement d'un atome à l'autre. Et quand ils bougent tous ensemble de façon ordonnée, eh bien c'est ça le courant électrique. C'est le mouvement des électrons libres. Compris. Bon, mais on a dit que l'atome était neutre. Mais parfois cet équilibre est rompu. C'est là qu'on parle des ions. Exactement. Un atome ne reste pas toujours neutre. Il peut perdre ou parfois gagner des électrons. Et quand un atome ou même un groupe d'atomes perd ou gagne un ou plusieurs électrons, il n'est plus neutre, il devient chargé électriquement. Et cette particule chargée, c'est ça, un ion. D'accord. Si un atome perd des électrons, les électrons sont négatifs. Donc il perd du négatif. C'est ça. S'il perd des électrons négatifs, il va se retrouver avec plus de charges positives, les protons du noyau, qui, eux, ne bougent pas, que de charges négatives. Il devient donc un ion positif.
Et il y a des exemples dans le chapitre? Oui, le sodium, Na. C'est un métal, il a tendance à perdre facilement un électron. En perdant une charge moins, il devient l'ion sodium, qu'on note Na+. Le plus indique une charge positive en excès. Na+. Et si un atome gagne des électrons? Alors là, c'est l'inverse. S'il gagne des électrons qui sont négatifs, il aura plus de charges négatives que de positives. Il deviendra donc un ion négatif. Comme le chlore, Cl. Tout à fait. Le chlore, lui, il aime bien gagner un électron. En le gagnant, il devient l'ion chlorure, noté Cl-. Le moins montre qu'il a une charge négative en plus. Na+, et Cl-. Ah, mais ça, c'est le sel de table, non? Le chlorure de sodium. Exactement. Le sel de cuisine, c'est un assemblage d'ions sodium, positif, Na+, et d'ions chlorure, négatif, Cl-. Eh bien, voilà un bon tour d'horizon, je trouve. On a vu les atomes, les molécules, comment ils sont faits à l'intérieur avec le noyau, les électrons, et puis cette histoire d'ion, quand l'atome gagne ou perd des électrons, ce sont vraiment les bases pour comprendre la chimie et le monde physique autour de nous. Oui, ce sont des concepts clés. Ça explique énormément de choses, de la façon dont l'électricité fonctionne jusqu'aux réactions chimiques. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir un peu, soulevée par cette idée de structure lacunaire dont on parlait. Ah oui, Si la matière est faite d'atomes, qui sont surtout du vide, pourquoi est-ce que les objets nous semblent solides? Pourquoi on ne passe pas à travers les murs, par exemple? Qu'est-ce qui fait cette solidité, cette impénétrabilité, à partir de quelque chose qui est essentiellement vide? C'est une bonne question, non?